j'ai l'un de mes meilleurs amis qui meurt d'overdose à 15 ans. Il y a un grand de la cité, je le découvre mort d'overdose dans ma cave. Tous mes potes, ils sont là. Et ils sont tous en train de sniffer de l'héroïne. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils avaient vu Scarface, par exemple. Mais mourir vraiment. Ça fait plus d'enterrements que de mariage, limite d'enterrement. Ouais. Non, carrément. J'aime beaucoup certaines de vos paroles, sur le fond. Je pense que quand vous dites, vous avez tout à fait raison, que c'est vous le subversif. Le racisme est une construction. Et du coup, il y a des gens qui sont pas racistes et qui ont des réflexes racistes. Le meilleur arrive. La lumière est au bout du chemin. Ça fait trop du bien d'entendre ça. Abd Al-Malik, je suis super content de te recevoir dans 22h22. Je suis heureux d'être là. Ouais, je suis content aussi. Près du feu. Près du feu. L'idée, c'est qu'on se fasse une petite soirée camping où on va discuter ensemble. C'est ça. En plus, il y a de la guimauve. Il y a de la guimauve. On peut, comme dans les séries américaines, brûler la petite guimauve si tu le souhaites. D'ailleurs, c'est quoi, je vais casser un mythe d'entrée. Je voyais ça dans les séries, j'ai toujours voulu le faire. Ouais. Je l'ai fait. Et alors? C'est dégueulasse. Bah... Voilà. C'est juste que ils nous ont matrixés. Mais je sais pas si tu te rends compte, c'est que les séries américaines, elles ont réussi à nous matrixer sur plein de choses. Genre il fallait manger de la guimauve et la faire brûler, que c'était stylé d'être le capitaine de l'équipe de foot, que le bal de promo, nous on n'en avait pas, mais on rêvait de... Et moi, ce que j'aime bien faire, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, c'est de lui dire si on était dans une série américaine. Le toi d'il y a 14-15 ans, époque collège, lycée, est-ce qu'il était plutôt capitaine de l'équipe de foot, très populaire, très à l'aise? Est-ce qu'il était plutôt geek, je suis dans... les bandes dessinées, etc. Et plutôt de mon côté, ou alors est-ce que c'était le blagueur, le rigolo, celui qui faisait toujours des blagues, il mettait les poissons d'avril derrière le dos des gars et tout. C'était quel type d'élève, toi? J'étais le geek et le capitaine. Parce que t'aimais bien déjà... Non, quand je dis capitaine, parce que j'étais dans une dynamique de genre leadership comme ça, mais sans être genre j'avais pas ma bande, mon truc, mais j'étais indépendant, j'étais pas, j'avais pas besoin de me valoriser vis-à-vis de qui que ce soit, j'avais confiance et conscience de moi-même. Et en même temps, j'aimais la lecture, je m'asseyais devant. Ouais, t'étais pas derrière. J'étais pas derrière, je venais à l'école pour travailler. Et on t'emmerdait pas, ouais. Ouais, parce que... T'avais la force de caractère. J'avais la force de caractère. Moi, tu vois, quand on me demande, je dis toujours, moi, j'étais pas le capitaine de l'équipe de foot, j'étais le meilleur pote. C'est populaire, mais à côté, quoi. C'est le mec qui était populaire dans l'entourage, mais c'était pas parce qu'il brillait en sport ou parce que c'était le plus beau ou quoi que ce soit. Moi, c'était juste que c'était l'animal social, celui qui arrivait à s'entendre pas avec tout le monde. Eh ben, généralement, c'est ceux-là qui réussissent. Parce que dans la société, il faut réussir à s'entendre, il faut réussir à être dans le compromis. Finalement, à faire partie des gens du milieu, ceux qui font l'équilibre. Donc, en vérité, c'était toi le champion. Je savais. En vrai, c'est ça. Je savais. T'es né à Paris. Ouais. Après, tu as vécu quelques années au Congo. Ensuite, avec tes parents, vous êtes installés à Strasbourg. Alsace. En Alsace. Quartier du Neuf. Ouais, à côté, il y a les Souffelweiersheim, toutes ces villes-là. T'as vu comment je le dis bien? Ouais, j'ai travaillé chez Mondial Assistance, j'ai assisté les gens partout en France. Donc, les villes alsaciennes, t'inquiète pas. Respect. Merci. Toi, ton père, il faisait quoi dans la vie? Il était... Journaliste. Journaliste? Ouais. Quand vous êtes arrivé à Strasbourg, est-ce que tu te souviens encore, parce que tu dois avoir 5-6 ans, du contraste que ça t'a fait entre ta vie au Congo et ta vie à Strasbourg? En fait, quand on est retourné au Congo, on va dire, je devais avoir 3-4 ans. Mon truc, c'était que je voulais rentrer en France. Pourquoi? Pour moi, c'était des vacances, super, mais après on rentre, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je l'ai un peu vécu avec mon frère aîné. Ah, il vous avait pas dit que vous alliez rester... Mais c'était pas sûr qu'on reste. Après, on est reparti parce que du coup, mon père, il travaillait un peu avec les politiques de l'époque et tout. Et quand il y a eu des élections et c'était plus son crew, on va dire, qui était au truc. Donc, et c'est là où il s'est dit, je vais retourner en France pour compléter ma formation de journaliste. Et c'est comme ça qu'on est revenu. Mais sinon, on restait en fait. Est-ce que vous aviez une grosse différence entre votre niveau de vie au Congo et niveau de vie à Strasbourg? Carrément. On avait peut-être une vie petit bourgeois, on va dire, au Congo. Et on est arrivé dans une cité. Donc tu vois, mais nous, t'es enfant, tu calcules pas ça. C'est après je te dis, après tu grandis et tu te rends compte. Mais quand nous on était gamins, c'est juste, on vit dans une cité. Quand on a une capacité d'adaptation qui est non, quand t'es gamin, ce qui compte, c'est que ta famille soit là, les gens que tu aimes et qu'il y ait de la joie, quoi, en fait. Donc ça t'a pas marqué, en fait, ce changement tu t'es juste dit, bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, je me suis dit, surtout, on rentre à la maison. C'était ça, la maison. Ouais, toi, ton but, c'était de rentrer à la maison. À Neuf? Au Neuf, ouais. Au Neuf, ouais. Quartier du Neuf.
On est arrivé, après on a vu le quartier se dégrader, comme un peu toutes les cités de France un peu, tu vois, il y a eu une sorte d'âge d'or et puis parce que précisément la problématique économique qui joue ensuite les problématiques sociales, etc., tu vois. Et le jeune Régis, parce que c'est ton nom de naissance, ton prénom de naissance. De baptême même. De baptême. Le jeune Régis, quand tu vois, je te parlais tout à l'heure, c'était quoi ton personnage de série américaine, mais là maintenant, le Régis de 15 ans, qu'est-ce qu'il rêvait de faire après? Est-ce que tu avais déjà ton rêve de devenir artiste Parce que ton groupe, c'est né à ce moment-là Non, avant. C'est même avant NAP? Ouais, à 15 ans, je rappais depuis 2-3 ans déjà. Ah oui, d'accord. Donc, c'était... Et donc, toi, tu rêvais de musique après le bac, après les études, tu disais non, plus tard, la musique? En fait, ça s'est pas passé comme ça. Au départ, moi, je voulais être biologiste, un truc comme ça, tu vois. Biologiste? Biologiste, ouais. Ça me fait penser à quand on est petit, on dit je vais être volcanologue. Ouais, c'était un peu ça, tu vois. Je sais pas, ma mère, elle a dû m'acheter pour Noël un microscope, un truc, je sais pas. Et si biologiste, allez, biochimiste ou je sais pas. Bref, je savais pas vraiment, tu vois, j'étais un peu dans le truc comme ça. Plus jeune, j'avais souffert, je sais pas si on le dit en ces termes, mais en tout cas, j'avais des problèmes de dyslexie, on va dire ça. Ça m'handicapait. Et quand je suis sorti de là, en fait, j'avais l'impression de passer de l'obscurité à la lumière, quoi. J'arrivais à lire sans problème, à écrire sans problème, alors qu'avant, c'était un peu... Et donc, très vite, j'ai commencé à lire énormément et à écrire énormément. Donc, j'avais un journal intime où j'écrivais des poèmes. Je faisais des trucs comme ça, tu vois, où je racontais mes journées, mes trucs. C'est quoi qui t'a permis d'en sortir de la dyslexie? Des enseignants, une orthophoniste, tout ça. En fait, il y avait un dispositif qui a été mis en place pour... Tu as déjà été en contact avec eux après dans ta vie d'adulte Non, mais si tu veux, ça a duré, c'était un laps de temps quand même relativement court. Donc, par contre, j'ai été en lien avec mes enseignants. Ouais. Après, tu vois, et ça, c'était assez beau. Ils se disaient, voilà notre poulain il a fait quelque chose, c'est bien, de ce qu'on a appris et tout. Si tu veux, j'écrivais, et quand un jour, mon frère aîné, Bilal, il a trouvé mon journal intime. Évidemment, il a cassé le cadenas et tout, avec un ciseau, il a ouvert le truc et tout. Et moi, j'arrive, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, j'ai lu tes trucs. Il me dit, mais ça sert à rien. Il me dit, si tu veux en faire quelque chose, rejoins-nous. Parce qu'eux, ils venaient de monter le groupe de rap. Il dit, rejoins-nous, au moins tu pourras faire quelque chose de tes textes. Et donc, j'avais 12 ans à l'époque. Et boum, à 13 ans, je les ai rejoints. J'étais NAP et tout ça. Et on faisait des concerts et tout ça. Donc, ce qui fait que à l'école, ça allait. J'étais un bon élève. Et donc, je faisais les deux en parallèle. La musique, l'école, la musique, je faisais un peu les deux. Et... Sans te projeter dans une potentielle carrière. Pour moi, c'était la passion, puis j'en avais besoin. Puis j'ai grandi dans un environnement qui était tellement dur qu'émotionnellement, j'avais besoin. Mon écriture au départ, c'est une écriture cathartique, tu vois. J'avais vraiment besoin de dire les choses c'était difficile ce qu'on vivait. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où, donc là, tu avais à peu près 15 ans et comme tu dis, tu vis dans un quartier où c'est très difficile et où l'héroïne notamment se répand de fou dans le quartier. Ouais. Donc ça deal, etc. et tout. Ça deal et ça consomme. Et ça consomme. Le jeune Régis, il est comment dans ce lieu commun un peu macabre, un peu scabreux où ça drogue, ça vend de la drogue, etc. Comment tu arrives à évoluer à travers ça En fait, il y a eu plusieurs traumatismes, on va dire, à l'intérieur de ça, dans cet épisode-là. L'un des premiers, c'est que j'ai l'un de mes meilleurs amis qui meurt d'overdose à 15 ans. Il va avoir 15 ans et demi. Donc ça, déjà, c'est violent. C'est violent. Un autre où il y a un grand de la cité, je le découvre mort d'overdose dans ma cave. Et mes amis qui, à un moment donné, on se voyait souvent entraîner ensemble et tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit, on va te montrer un truc. Un de mes amis, donc je le suis, on va dans la cave d'un pote. Et je les vois, tous mes potes, ils sont là. Et ils sont tous en train de sniffer de l'héroïne. Et c'est de ces choses-là, tu vois. Et après, des violences liées à ça. Tu vois des gens changer physiquement. Des filles que tu connais qui se prostituent à moitié, tu vois. Donc, c'était des choses un peu... C'était dur, quoi. À 15-16 ans Ouais, 15-16 ans. Même, j'ai vu des choses plus tôt, même. Et ça m'a marqué. Ce qui fait que j'ai grandi, moi, dans un environnement comme ça. Et tu as toujours réussi à garder tes distances par rapport à ça, malgré tout? Ouais, parce que je suis aussi d'une génération où ceux qui, on va dire, travaillaient dans la drogue dure, on va dire ça, travaillaient entre guillemets, et ben, ils vendaient la mort. Donc, il y avait aussi ce truc de ceux qui vont là-bas, ils vont vers la mort. C'est comme si la cité, elle se divisait en deux. Il y avait ceux qui allaient à la mort et d'autres qui disaient non. Par exemple,
avec d'autres et tout, il y en a qui vendaient, mais ils vendaient plus du shit, tu vois. Ils vendaient pas parce que c'était presque déontologique, c'est presque C'est ce une... que j'allais tu dire, vois. ouais. C'est un code. C'est un code, tu vois, nous là c'est la limite. Le shit, ok, mais on va pas... Et après t'en as d'autres, ils disaient ouais je vends que du shit, mais en fait ils vendaient de la coke, l'héros en cachette pour pas truc, etc. etc. Bon. Ah, il y avait même un rapport de social où fallait... C'était ton image que tu dégageais, il fallait pas que tu sois assimilé à celui qui vend la mort dure. Et puis après t'assistes aussi à des choses dures, tu vois, des parents qui se font frapper par leurs enfants, des trucs et tout. Mais ouais, quand t'es un toxique, parce que c'est des toxicos. Et qui veulent de l'argent, que les parents ne veulent pas donner. Voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et si tu veux, donc du coup, moi, le rapport à la violence, à la drogue, bien sûr, à l'addiction en général, le rapport à la finitude, le rapport à la maladie, il y a eu des séropositifs, des trucs, donc il y a eu tout ça, tu vois. Et si tu veux, ça a complètement travaillé mon être au monde, ma vision du monde, de la vie, etc. Donc ça a fait de moi l'homme que je suis. Moi, je suis totalement, profondément non violent. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu les ravages de la violence, mais la vraie violence. Pourquoi, par exemple, pour moi, la notion de responsabilité artistique, ça veut dire quelque chose parce que j'ai vu des gens mourir parce qu'ils avaient vu Scarface, par exemple. Mais mourir vraiment, c'est pas genre... Comment ça? Il se prend pour Tony Montana, il prenait pas de drogue, il prend de la drogue, finalement il tombe dans le truc, il se fait tuer, enfin il y a des trucs, tu vois, des choses comme ça. Donc moi j'ai vu ça en vrai, et quand tu vois ça, tu peux plus jamais être le même avec la violence. Tu vois, moi je pourrais jamais faire de l'apologie de la violence, c'est pas possible, tu vois, ça me ramène à des choses... Et pareil pour la notion de finitude. Pour moi, mourir, j'ai été confronté à la mort tôt. Donc je sais que la mort existe. Il y a plein de jeunes, et j'ai grandi avec des jeunes comme ça, qui ont et on est un peu tous comme ça quand on est jeune, on a une sorte de sentiment d'immortalité, tu vois. T'es jeune, rien peut t'arriver et tout. Mais moi j'ai vu beaucoup de jeunes mourir. Donc pour moi la jeunesse, c'est pas nécessairement lié à ce truc d'immortalité. Au contraire même. En quoi ça t'a permis d'appréhender ta vie après différemment, cette conscience de finitude, le fait de dire que t'es pas immortel? T'as fait attention à quoi, tu penses? D'être l'enfant de l'instant, de comprendre que tout se joue maintenant. Tu vois, là, on est en train de discuter, c'est maintenant. Je suis pas en train de me projeter sur ce que je vais faire ou le truc, ou à penser maintenant, parce que précisément, c'est devenu une sorte de réflexe. Chaque été, on avait un proche qui mourait, par exemple. Quand tu vis avec ce genre de choses, on te dit, ah, tu vois, ça t'a sensibilisé à la mort au bout d'un moment? Non, ça m'a fait prendre conscience de la réalité de la mort. Tu t'habitues jamais à la mort? Non, on peut pas s'habituer. C'est impossible, surtout quand tu perds des gens que t'aimais, ou des gens que tu respectais. Cette scène que tu fais... dans le film où pendant l'enterrement de fil en aiguille on voit tous les gens qui disparaissent et tout avec les raisons, c'est toutes ces résumés, c'est le condensé de tous ces étés, de tous ces... Exactement. Ça fait plus d'enterrement que de mariage, limite. Ouais. Non, carrément. Beaucoup plus. Et donc ça, c'est une réalité. Mais après, c'est aussi, c'est un contexte, c'est une époque, c'est la fin des années 80-90. Tu peux discuter avec des gens qui ont grandi dans différents endroits en France et ils ont vécu la même chose, tu vois. C'est violent et en même temps, la façon dont tu le racontes avec beaucoup de recul. Donc on sent que tu as processé. Ça m'a obligé à prendre du recul. Ouais. Ça m'a obligé à être un adulte. Ça m'a obligé à être responsable. Ça m'a obligé à comprendre que, contrairement à ce qu'on peut nous dire, on a de l'impact les uns sur les autres. Oui, le moindre mot, geste, même un bonjour, ça peut changer. Complètement. Quand j'entends Abd al-Malik, je pense tout de suite à cette phrase que tu avais dite une fois où tu disais que pour toi, être subversif, c'est pouvoir dire je t'aime. Et je regardais un extrait de On n'est pas couché en 2009, tu vois. Et à l'époque, il y avait Éric Zemmour et Éric Nolot. Donc là, on est en 2009. Et il te félicite sur ta subversivité en disant que dire qu'Allah bénisse la France, c'est bien. Et il contrebalance en disant que oui, les Arocs, si t'avais été blanc, ils auraient sûrement été critiques. Donc il y avait déjà cette notion un peu de wokisme avant l'heure, tu vois. Qu'ils t'auraient traité de facho, etc. Mais comme toi, t'es noir, ça passe. Et il parle de cette subversivité en la mettant en opposition aux rappeurs qui étaient plutôt à l'époque comme Tandem ou autres. C'était plutôt je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, etc. Nique la France et tout. Je vais te montrer le passage si tu veux. On va regarder et j'aimerais bien que tu me dises maintenant, toi en 2026, ton ressenti par rapport à ce passage-là. Je pense que j'aime beaucoup certaines de vos paroles sur le fond. Je pense que quand vous dites, vous avez tout à fait raison, c'est vous le subversif. C'est pas vous le bien-pensant. Aujourd'hui, le bien-pensant, c'est les rappeurs qui se la jouent. Je hais la France et je crache sur tout le monde et j'agresse tout le monde. C'est vous qui êtes vraiment subversif quand vous dites qu'il faut aimer la France, quand vous dites que la France est un grand pays, quand vous dites que vous aimez la culture française, que vous lisez des auteurs de Camus, que vous vous référez à Brel. C'est vous qui êtes subversif. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est les contorsions.
justement des gars des Inrecuptibles. Je vais vous dire, ce que vous écrivez quand vous dites, par exemple, que Dieu bénisse la France, si vous étiez blanc et que vous étiez français depuis 1000 ans, les mecs des Inrecuptibles, ils vous traiteraient de fascistes, de nazis, de tous les noms. Seulement, comme vous êtes noir, ils se contorsionnent comme des abrutis en disant « Ah mais non, il est gentil, il dégouline ». Ne les croyez pas. C'est parce qu'en fait, vous leur rentrez dedans. Et moi, je vous félicite. Tu t'en souviens bien? Franchement, pas bien. Pas bien. Pas bien. Mais c'est étonnant. Le truc que je remarque, c'est quoi? C'est que d'abord, le Zemmour qu'on voit là, de 2009, donc c'est en 2009, 2009, ouais. n'est pas le Zemmour de maintenant. Qui a été présidentiel. Ouais. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il jouait un rôle. Et il a cru qu'il était le rôle. C'est le fait de confondre la réalité et le décorum, si tu veux. Là, c'est très bien, on rigole, on dit ouais, le truc et tout. Mais la réalité, c'est que c'est une pensée qui est très dangereuse. Déjà là. Mais là, tant que c'est dans le cadre, si tu veux, circonscrit comme ça de l'émission, bon, chacun a son rôle. Mais dans la société, cette distribution des rôles c'est dangereux. Et lui, en fait, galvanisé d'une certaine manière, il est devenu ça. En fait, il est devenu une caricature de lui-même. Et c'est ça que je remarque. Après, nous, on est des artistes, on est là, les pauvres, on vient vendre nos CD, nos trucs. On arrive dans des endroits parce qu'il faut venir, il faut le faire. Un peu la reine en plus à cette époque-là. Ouais, T'avais eu peur, toi, avant l'émission, de faire l'émission? Non. Parce que moi, j'ai eu la chance de la faire une fois, cette émission. Je te jure, j'ai vu un auteur trembler avant le début de l'émission, quand il y a le générique et tout. Et je lui ai dit, vous allez bien? Il me dit, oui, non, mais ça, je l'ai déjà fait l'émission, mais il faut juste que je me suis dit, c'est non, pas mais je normal, comprends. Non, mais je comprends parce que pourquoi je peux comprendre? Non, mais ça me faisait de la peine, tu vois, de voir. Ouais, mais pour des gens comme ça, c'est vraiment prescripteur. C'est-à-dire qu'ils jouent leur vie, entre guillemets. Oui, le succès du livre. Oui, ouais. Tu vois, ça se passe bien, ça vend. Ouais. Si ça se passe mal, tu vois. Mais moi, c'est différent. Moi, quand je vais dans des émissions comme ça, de manière générale, aujourd'hui, quand je vais dans une émission, c'est pas moi qu'on interviewe. C'est ce que je représente. Et quand tu as conscience de ça, tu sais que tu dois représenter. Pour les plus jeunes, combien de gens, moi, depuis... Parce que là, on est en 2009, mais je crois que la première fois que j'ai fait l'émission, ça devait être 2 ans plus tôt ou 1 an plus tôt, je sais pas. Moi, j'ai des gamins qui me disent, je t'ai vu à la télé, il vient du même endroit que moi, il parle comme ça, il arrive jusque-là, moi, je vais devenir quelqu'un. Et les mecs sont devenus médecins, il y en a, ils sont avocats. Génial. Et moi, ça m'arrive... Pareil pour ma femme, des fois, je suis avec ma femme et on rencontre des... Et elles disent, voilà, moi je t'ai vu, je t'ai entendu. Mais j'ai toujours eu conscience de ça. C'est ça, à la différence de peut-être certaines personnes, moi j'allais jamais dans ces émissions et je ne vais jamais dans ces émissions pour moi. Je vais pour nous. Tu vois, je dis pas que je suis un leader ou quoi, mais j'ai le sens de la responsabilité qu'à partir du moment où on donne le micro à quelqu'un qui a ce physique-là, qui vient d'une culture particulière qu'est la culture hip-hop, qui vient des quartiers populaires, etc. Donc, je viens pas là pour m'amuser, c'est sérieux, tu vois. Donc c'est une autre approche. Tu vois, pour moi, un artiste est une source d'inspiration. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une responsabilité et c'est vrai que comme tu le dis, quand il y a des gens qui se retrouvent dans tes propos, etc., tu te dis ah mince, le choix de mes mots a un impact. Je pense à cette époque où on parlait de subversivité parce que tu disais qu'Allah bénisse la France, etc. Aujourd'hui, tu vois, je pense on a eu entre-temps l'imam Chalgoumi qui lui va dire je dis Allah Akbar, je dirais même France Akbar et les réactionnaires applaudissent. Et je me dis mais mince, maintenant du coup ça veut dire quoi être subversif en 2026? Je n'ai aucun problème avec Chalgoumi, avec vraiment que je respecte, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand on représente ce qu'il représente, on a une responsabilité qui est importante. Donc on ne peut pas s'amuser, on peut pas être dans l'à peu près. Donc si on sent qu'on a des faiblesses, vaut mieux ne pas y aller. Tu vois, si on a des faiblesses d'élocution ou que c'est ce qui peut arriver, ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent qu'un autre. Pas du tout. Mais être être à la tête, c'est un métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça demande une certaine dextérité. Et si tu fais pas preuve de cette dextérité, tu vas mal représenter. Et si tu représentes mal, tu peux porter préjudice à des gens. Je suis grave d'accord avec toi là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la subversivité en 2026, est-ce qu'elle a changé? Pour moi, ce qui est important pour tout être humain, c'est la cohérence. Tu vois, c'est pas la hype. Moi, tout ce que j'ai dit en 2009, je le redirai mot pour mot aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Ça reste, c'est toujours moi. Quand je disais être subversif, c'est être capable de dire je t'aime, je le continue à le penser aujourd'hui. Mais maintenant, comment c'est perçu et qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Et est-ce que c'est opportun de le dire? Tu vois? Et ça, c'est tu penses à ça aussi? Est-ce que c'est opportun de dire? Oui. Parce que tu peux penser quelque chose et dire mais
c'est plus contre-productif de le dire maintenant que tu peux penser à toutes ces choses-là. Et tu dois penser à ces choses-là quand tu réfléchis en termes de responsabilité. Moi, je fonctionne comme ça. Mais il faut aussi avoir et c'est un mot qui est un peu compliqué à notre époque, il faut aussi avoir de l'empathie. Il faut aussi essayer de quand même de se dire, tu vois, de se dire le pauvre homme ou la pauvre dame, ah ouais, là, il faut être capable de ça aussi, tu vois. Et nous, on est hardcore, on se dit, non. C'est dur, hein. Tu vois. On doit traiter les gens comme on voudrait être traités, tu vois. Si nous, on veut qu'on nous traite quand même avec douceur, etc., ben essayons de traiter les autres avec douceur aussi, tu vois. Non, mais en plus, l'art, pour moi, ça crée de l'empathie. C'est, tu vois, ça devrait. Ça devrait, normalement. Regarder même un dessin animé, lire un manga, et d'un coup, découvrir un héros qui est aux antipodes de toi, et te dire, ah, en fait, il vit ce quotidien-là, tu fais le miroir par rapport à ta vie. Ah, bah, je connais quelqu'un qui est un peu comme lui, ben maintenant, je ferai attention parce que j'ai pu voir une série ou un film qui parle de sa trajectoire et qu'en fait, c'était pas facile. Mais ça, tu dis ça, par exemple, tu vois, c'est super, mais ça, c'est dans l'idéal. Sauf que quand on vit dans une société comme la nôtre, où le seul projet, c'est finalement l'avoir, c'est l'argent, en fait. Ça, on peut te détourner ça. C'est-à-dire, on va pas prendre ça, on va dire, ok, bon, on va prendre quand même un truc qui travaille plus sur les bases instincts parce que ça fait acheter, par exemple. Ouais. C'est là où un artiste, aujourd'hui, même si son intention, c'est ça, il doit comprendre aussi dans quel environnement il se trouve. Et c'est en ce sens-là où je dis que tout ça est sérieux. On ne peut pas prendre ça à la légère. En tout cas, moi, je ne peux pas le prendre à la légère. En plus, quand tu es parent, tu vois, tu as des enfants, alors tu réfléchis par rapport... Quand tu viens de l'endroit où je viens, moi, je pense au petit Abdelmalik, dans la cité, comment il vivait, c'était quoi ses modèles, qu'est-ce qu'il inspirait, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à l'endroit où je peux inspirer, positivement ou négativement. Donc, j'ai une responsabilité, je dois faire attention. Dans quelle chaîne ça passe, qui sont les producteurs, etc., etc., tu vois. Quelle est l'ambition de cette chose, la personne qui t'invite, qu'est-ce qu'elle veut de toi, etc., etc. Tout ça, tu es obligé de... Donc, toi, tu fais même attention aux plateformes sur lesquelles tu pourrais... Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles tu ne voudrais pas bosser ? Bien sûr. Comme... Pas besoin d'en parler, on n'a pas... On est tranquille autour du... Non, on est bien ici, regarde. On a nos guimauves. Nos marshmallows. Voilà, tranquille. On est bien. Là, pourquoi on va... C'est vrai, pourquoi ouais. Tu sais, moi, je viens de l'île Maurice. Mes parents sont mauriciens. Ouais. Simon Moutaïrou, que tu connais peut-être, il a fait un film. Le bon Simon Moutaïrou. Michel Nimet. C'est une histoire que moi, je connais depuis tout petit, en fait. Hein, qu'on se dit dans la musique traditionnelle à l'île Maurice, c'est le Sega. Et il y a un groupe qui s'appelle Cassia qui raconte ce truc-là où des esclaves sont allés jusqu'en haut du Morne, ont préféré se jeter et mourir libre. Et dans la lignée, donc cette histoire qui me parle, je découvre Fursi. Et je connaissais pas l'histoire de Fursi. Et la première fois que j'entends parler, c'est Eric Jalman qui m'en parle. J'ai la chance qui est le producteur. Ouais. Et en fait, c'est le premier à m'avoir parlé de Fursi. Il m'a dit, là, je suis sur un film, ça va te plaire, etc. Quand tu vois le film et la thématique, donc je le rappelle, hein, c'est un esclave qui au final n'en était pas un, mais qui est né en pensant être esclave. On est au 19e siècle. Et en fouillant les papiers de sa maman, ses affaires, il découvre qu'elle avait un certificat d'affranchissement. Donc, ça veut dire qu'il est né libre. Et il décide de porter plainte contre ses maîtres esclavagistes. Et c'est la première fois qu'un esclave noir porte plainte, utilise des armes plutôt de blancs contre des blancs. Et est-ce que tu penses que plusieurs siècles après, ça peut expliquer pourquoi les médias sont en boucle sur, par exemple, l'élection de Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, Pierre Fitt, parce que t'as l'impression qu'il a rien fait à part juste avoir gagné une élection de manière régulière. Et on a l'impression qu'on a ce truc de... Non mais ça va pas là. Comme si t'as joué avec nos armes, t'as joué à notre jeu, ce qu'on vous demandait à la base, hein, de vous insérer, de vous impliquer dans la politique et tout. Putain merde, il l'a fait. Et maintenant, il est juste maire noir. Et j'ai l'impression que j'ai fait un parallèle direct quand j'ai vu ça. Ah bah c'est en fait, tu peux vraiment faire ce parallèle-là, directement. Mais il y a une chose aussi, c'est que le racisme est une construction. Et du coup, il y a des gens qui sont pas racistes et qui ont des réflexes racistes. Et il y en a qui sont racistes, etc. Mais il y en a qui ont des réflexes racistes. Mais si c'est une construction, en fait, nous, on doit travailler à la déconstruction. Et en fait, la seule existence même du maire de Saint-Denis, eh ben, c'est un travail de déconstruction. C'est une guérison. Parce que c'est parce qu'il apparaît qu'on voit le problème. S'il n'avait pas été là, il y a des gens, on se dirait, ben, en fait, tout va bien, d'une certaine manière, ou en tout cas. Mais le fait qu'il soit là, tu découvres même des gens. Tu découvres des pensées d'une manière, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est du racisme, tu sais que c'est du racisme, mais... Tu vois, il commence à décrire tu sais, ce qui s'est passé sur CNews, on ferait tous ces trucs et tout. Tu te dis, mais attends, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ou quoi? Ouais. Mais heureusement qu'il y a eu ça. Sinon, même nous-mêmes, on se dirait, ils peuvent pas aller jusque-là quand même. Ouais. Donc, d'une certaine manière, lui-même est une guérison et fait partie de cette déconstruction. Le film Fursi, que j'ai fait, est un travail de déconstruction. Le film de Simon Moutaïrou est un travail de... Et en fait, on doit travailler dans... Et quand tu fais ce travail de déconstruction, j'ai envie de dire, il y a l'horreur qui remonte à la surface. Mais ça remonte à la surface, ensuite ça part, et ensuite ça va être
Ça va aller, tu vois. On est dans un moment de transition. Mais il faut savoir que ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. Parce que précisément, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'illusion. Et l'illusion, le propre de l'illusion, c'est que ça s'arrête. Ça ne continue pas, sinon c'est plus une illusion. Tu comprends? Ouais, bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on doit continuer à se battre, le travail de mémoire, le devoir de mémoire, le travail mémoriel, les historiens, les intellectuels, les artistes. On doit continuer, tu vois. Le combat des travailleurs sociaux, s'il y a des gens comme nous qui s'investissent en politique, ben continuer, il ne faut pas baisser les bras. En fait, on vit un moment de transition. C'est flippant, mais ce n'est qu'un moment de transition. Le meilleur arrive. La lumière est au bout du chemin. Ça fait trop du bien d'entendre ça. Ouais. On est très pessimiste quand on a le nez dans le guidon. En fait, il faut prendre de la hauteur. Les anglo-saxons, ils disent, on doit voir de big picture. Tu vois, tu dois pas rester sur le détail, tu dois voir la grande image. Et quand tu vois la grande image, tout d'un coup, les choses font sens. Mais pour ça, ça demande savoir et éducation. Fursi, parce qu'il y a un détail dans ton pitch, dans ton merveilleux pitch que tu as fait, il y a un truc que t'as pas dit et qu'il faut le dire, c'est que il a appris à lire et à écrire en cachette. Ah oui, c'est vrai, c'était illégal à l'époque, pour un noir. Parce que s'il n'avait pas su lire et écrire, il n'aurait pas mené le combat. Fursi, il aurait pu être marron, il aurait pu choisir la violence, mais il n'a pas pris ça. Il a pris l'arme du colon et l'a retourné contre lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que ça tout le temps, toi. Ouais. Dans ton travail, dans ta manière. Et il faut continuer à faire ça. Jusqu'à un moment donné, on va se rendre compte du ridicule de certaines attitudes. Tu vois, tu te dis, mais c'est un non-sens. Vous dites liberté, égalité, fraternité, mais c'est vous vous avez écrit ça. À un moment, il faut être à la hauteur de ça. Vous dites la France, pays des droits de l'homme, etc. Mais à un moment donné, ça, il faut l'incarner. Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous nous racontez n'importe quoi, tu vois? Ah, tout le temps vouloir rappeler qu'on est les pays des droits de l'homme et des Lumières. À un moment donné, il faut l'être. Il faut l'être. Parce Ou alors, que faut sinon, changer les ampoules. mais sinon, il n'y aura plus d'ampoules, de toute façon. Donc, on ne pourra plus concrètement être le pays des Lumières, tu vois. J'allais à la base te demander si ton optimisme était toujours présent, tu vois, mais je pense qu'il l'est toujours. Pour moi, optimiste, pessimiste, ça veut rien dire. Non, on est obligé d'être optimiste. On n'a pas le choix, en fait. Mais il y en a qui le sont non, pas. Mais, T'as vu la société dans laquelle non, les gens, ils font ce qu'ils veulent. On est libre aussi. La liberté, c'est important. Et moi, je respecte. Mais quand tu es pessimiste, en fait, tu es contre toi. C'est-à-dire, un exemple simple, tu vas te lever chaque matin, tu es dégoûté de la vie. Mais quand tu te réveilles, tu fais l'effort d'être heureux, ça te fait du bien et ça fait du bien aux autres. Ouais. On est obligé d'être optimiste à partir du moment où on considère qu'on a un impact sur des gens. Donc sur sa famille, si tu es un artiste, sur ton public, sur plein de choses, tu vois. C'est comme ça qu'on va réussir. Le pessimisme, j'ai envie de te dire, c'est l'attitude la plus facile à avoir. Il n'y a qu'à voir l'état du monde. On est tellement au bout du rouleau que tu te lèves et tu es pessimiste. Mais il y a un moment donné, il y a un travail à faire. L'optimisme, ça demande un travail, on est obligé. Comme tu peux pas, la science infuse, ça n'existe pas. C'est-à-dire à un moment donné, il y a du travail. Donc tu peux pas vouloir aller sur les réseaux et jouer l'intellectuel, parce qu'il y en a qui font ça, ils te racontent des trucs, il y en a, c'est des historiens, des scientifiques, tout. Mais à un moment donné, la réalité, confrontée au réel, si tu veux faire ça, il faut étudier. Et c'est ça, c'est-à-dire que si on a vraiment envie de changer le monde, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour le changer, c'est de s'améliorer soi. Donc de travailler sur soi. J'allais te demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une radicalité à un moment pour faire changer les choses? Mais en fait, cette radicalité, c'est déjà se l'appliquer à soi-même à un moment où on se décide de... Moi, je dis, il y a une radicalité à se faire. C'est une radicalité en amour, être radicalement non-violent, être radicalement... défendre l'amour, être radicalement pour l'intelligence, être radicalement pour les... Oui, dans ce sens-là, oui. Et tu as vu, d'ailleurs, on parle de Fursi, esclave, tu as vu ce que l'ONU a voté, là? Ça y est, ils ont décidé ils ont reconnu... à la majorité que c'était le plus grand crime contre l'humanité. La France s'est abstenue quand même. La France s'est abstenue, ouais. C'est chaud. Pour moi, c'est la honte. Ouais. C'est la honte, c'est la honte. Mais tu penses que... Je vais me faire l'avocat du diable. Ils n'ont pas voulu reconnaître le fait de devoir hiérarchiser des souffrances? Non, en vérité, pour moi, ce que je pense, pourquoi ils n'ont pas voulu reconnaître? Parce que dans ce que c'est les Ghanéens, dans ce qu'ils ont proposé, il y a aussi un volet réparation. Ah oui. Tu sais, des fois, faut pas chercher. Faut pas chercher trop loin. Mais c'est vrai qu'il y a un volet réparation, c'est vrai. Parce que la réalité, c'est que nos sociétés, aujourd'hui, on n'a plus de projet. Le seul projet, c'est l'argent. Si tu demandes c'est quoi le projet français, ils vont te dire le pouvoir d'achat. Si tu demandes c'est quoi le projet européen, ils vont te parler de quoi? De la Banque européenne, du truc de quoi ils vont te parler? Des accords commerciaux. Libre-échange. Tu vois, quand tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des magasins, des magasins et des magasins et des magasins. Où sont les librairies? Où sont les endroits où on peut s'arrêter, juste discuter? C'est où? Il y a des magasins, des restos, des magasins, des restos. C'est ça, tu vois. Donc, à un moment donné, les gens, si tous les jours, on est là à parler d'argent, et ben à un moment donné, quand on titille ton portefeuille, tu paniques. Donc, quand on te dit, voilà, il y a une réparation éventuelle, parce que là, on parle, c'est chaud. Parce que qui dit réparation, attention. Il y a quelque chose qu'on ne mesure jamais assez concernant l'esclavagisme. De l'esclavagisme est né le capitalisme. Donc, les banques, les assurances et tout ça, ça vient de là. Donc, l'esclavagisme, très bien, ça a été aboli. Dieu merci.
Mais le capitalisme, lui, il existe encore. Ouais. Et si le capitalisme a besoin d'esclaves pour fonctionner, est-ce que nous sommes libres, toi et moi? Pas du tout. C'est des questions qu'on doit se poser véritablement. Donc, c'est en ce sens-là où parler de ça, c'est aussi parler des conséquences que le colonialisme, l'esclavagisme, les conséquences que ça a sur nous aujourd'hui et maintenant. C'est vrai qu'il y a tout ça en fait, c'est pas simplement l'esclavage au moment de l'esclavage, c'est tout ce qui en découle, c'est tout un système en fait. Complètement. Pour finir, ce que j'aimerais te demander, c'est si La vie d'Abd al-Malik c'était une série en plusieurs saisons, presque un peu plus de 50 saisons. Là, c'est la fin de saison, là. C'est la fin de saison. Le Régis, qu'on était qu'à la saison 14-15, si là tu pouvais le voir sans lui spoiler les épisodes qui allaient arriver et que tu pouvais lui laisser un message à ce Régis, tu lui aurais dit quoi? N'aie pas peur et vraiment tout ira bien. Qu'importe ce qui arrive, n'aie pas peur. Trace ton chemin. Surtout, n'aie pas peur. Très bien, magnifique. Est-ce qu'on peut voir encore Fursi là en salle? Ouais. Ouais, il est sorti le 14 janvier, donc Ouais. il y a encore quelques salles. Mais par contre, ce qu'on peut, je dirais, encore écouter et streamer, c'est la musique inspirée du film. Ça Oui. s'appelle Fursi Héritage. Et c'est quoi les projets là pour toi pour la suite? Il y a une réédition de mon album Gibraltar. Oh. Et surtout, on va le fêter les 20 ans. On lance la tournée le Ouais. 3 octobre à la Philharmonie et on va tourner. Puis voilà, je vais organiser dans ce cadre-là aussi, puisqu'on sera quand même, on est dans la période des élections. Ouais. Donc je vais organiser des débats, des discussions autour de ça. On Ouais, parle un peu sur les différents sujets sociétaux. Et voilà, et je suis en train de travailler sur un bouquin aussi qui sortira prochainement. Voilà, on fait des choses. Et évidemment, je peux pas en parler, mais je suis en train de terminer l'écriture que je fais avec Wallen de mon prochain long métrage. Ah, trop bien. Ah là, tu nous régales. Bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé autant que moi cette interview. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. 22h22, c'est le rendez-vous, tu connais. Et on attend pour un autre invité. À très vite.